That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour. Je renoue le dialogue avec une personne qui est venue déjà 2 fois. La première fois, c'était pour parler de David Cronenberg. Pendant la conversation sur David Cronenberg, on a parlé de The Prestige et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas aussi consacrer une émission à The Prestige de Christopher Nolan? L'émission existe, vous pouvez la voir. Et aujourd'hui, on va parler de Dario Argento et cette personne, c'est Romain Rimbaud, qui est venu donc 3 fois, c'est la 3e fois, qui est aussi un confrère et professeur en parallèle et magicien aussi. Ça, si vous regardez l'émission autour du Prestige, il y a la fin de l'émission, il y a quelque chose d'assez, je trouve, c'est belle en même temps. Voilà, plein de casquettes. Et aujourd'hui, il est là en tant que, comme dirait Luc Moulet, loueur de cinéma. Et pour parler de Dario Argento, je suis très content que tu sois là. Merci beaucoup, Romain. Comment vas-tu? Bah, très très bien. Merci à toi de m'accueillir une nouvelle fois, de ta confiance et puis de ta bienveillance. Tout, c'est génial de revenir ici et c'est toujours un plaisir. C'est toujours génial de venir là. La première question, elle est très très simple. Tout simplement, je voudrais savoir, parce que c'est un choix, hein, c'est ton choix de parler de Dario Argento et je voulais savoir d'abord, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu découvres un film de ce cinéaste italien et c'était quand? C'était quel film? C'était à quel âge? Je sais pas si le souvenir que j'ai, c'est le premier souvenir de moi voyant un film d'Argento, mais peut-être que j'en avais vu un avant, je ne sais pas, mais que c'est ce truc-là qui est resté. Je sais pas. J'avoue que c'est très très flou en fait dans ma tête. Ce qui est sûr en fait, c'est que j'ai découvert Argento par rebond. Et t'en as déjà parlé parce que j'avais découvert, je devais avoir 15 ans à peu près, j'étais en seconde, je crois, et j'étais au Festival Premier Plan d'Angers. Et j'avais vu à cette occasion-là, il y avait la projection donc, de Blow Up de Antonioni que j'ai découvert pour la première fois sur les conseils de mon père. Parce que c'était un grand fan de David Hemmings. Mon père était, on va dire photographe, amateur éclairé. Donc immédiatement, il m'a dit il faut que tu ailles voir ça, c'est génial. Et c'était l'occasion de le voir en salle. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sais que quelques mois plus tard, alors je ne sais pas si c'est un coup de hasard ou pas, parce que mon père n'avait jamais fait le lien avec Simone Argento et ça, enfin en tout cas, il ne l'avait jamais posé comme ça. J'ai découvert Profondo Rosso, que j'ai dû voir sur les chaînes cinéma à l'époque, et j'ai directement fait l'écho en fait avec ne serait-ce que David Hemmings en fait. Et finalement des principes de narration, des principes dramaturgiques, des principes pour poser un mystère, etc. Et pour la question de la révélation du climax, que j'ai trouvé très très similaire aux deux, puis aussi sur on va dire la peinture que fait Argento de l'Italie et celle que fait Antonioni également, que j'ai trouvé extrêmement similaire en fait. Et voilà comment j'ai ce souvenir-là en tout cas qui est resté, c'est peut-être parce qu'il y a eu cet écho avec ces deux films que j'ai vus finalement à très peu il y a très peu de distance temporelle qui sépare les deux. Et ça m'a marqué parce que j'ai remarqué, alors qu'il n'est pas un truc très original puisque tu en as parlé avant, mais cet écho entre ces deux films. Et c'est là que pour le coup ça fait ressortir ce film-là d'Argento. Alors je pense en tout cas que c'est ça. Alors je vais quand même te citer la deuxième origine, deuxième origin story possible avec Argento. Mais là pour le coup je pense qu'elle est postérieure parce que il me semble que c'était à l'époque le Profondo Rosso, je l'ai vu en VHS et le deuxième donc je l'ai vu en DVD. Et c'était le premier DVD que j'ai acheté dans ma collection de DVD qui depuis a beaucoup enflé, qui était le Syndrome Stendhal, et que j'ai vu aussi à ce moment-là. Mais alors, encore une fois, je ne sais pas lequel j'ai vu le premier. Dans les deux cas, les deux m'ont fait extrêmement forte impression, alors qu'ils sont fondamentalement très très différents. Esthétiquement, ces deux films qui sont très différents. Il y en a un qui est vraiment très très dans le Profondo Rosso, c'est un pur giallo, et c'est pour moi peut-être le meilleur giallo de tous les temps. Et il est dans ce côté exercice de style de la violence, élever le meurtre en tant que geste artistique, etc. Avec cette idée que toute la narration est construite autour de ces scènes de meurtre qui sont où on dilate le temps perçu pour que ce soit très très long et on travaille la mise en scène autour de ça pour entrer encore une fois des purs moments esthétiques. Et un film comme Syndrome Stendhal qui est beaucoup plus rêche, beaucoup plus brutal, beaucoup plus rapide, beaucoup plus sec dans sa violence, qui se rapproche plus d'un film par exemple de Fulci qui est Les Ventreurs de New York, je trouve, dans ce truc un peu giallo, un peu tardif, mais où la violence est traitée de manière très très différente, beaucoup plus, encore une fois, directe, violente, brutale, sèche. Et c'est ces deux films voilà, que j'ai découvert qui pour moi sont très différents. Il y a plein de ponts évidemment qui font que c'est ponts. Et puis bon, les Syndromes Stendhal aussi, j'ai souvenir de ces visions, parce que c'est le premier film italien qui utilisait CGI. Donc c'est un film depuis que j'ai revu, qui a très mal vieilli visuellement, mais qui en même temps, ce travail du CGI à l'ancienne, au tout début, avec les expérimentations qu'on fait Argento,
j'ai un petit peu ce malaise en fait qui sort de ces images qui sont bizarres, qui sont mal foutues, lorsque le personnage d'Asia Argento rentre dans ces tableaux, et qui m'ont énormément marqué aussi, et qui me rappellent un petit peu, tu sais, ces films comme le Cobaye là, de Brett Leonard, dans lequel tu as ces expérimentations avec des débuts du CGI qui ont très mal vieilli, qui sont un peu dégueulasses, un peu mal branlées, mais qui en même temps, parce qu'elles sont mal branlées, foutent un malaise, un mood un peu particulier. Et c'est ça un petit peu moi qui m'a ouvert sur Argento. En tout cas, c'est ces deux films-là. Encore une fois, comme je te disais, je ne sais pas lequel est arrivé le premier, mais je pense que c'est Profondo Rosso, puis le Syndrome de Stendhal, et après j'ai découvert, et puis ça m'a ouvert sur tout le cinéma de genre italien en fait par la suite. C'était une porte ouverte, parce que le cinéma italien, je ne le connaissais pas beaucoup à l'époque, et notamment le cinéma de genre italien, et découvrir Argento m'a ouvert sur tout le giallo. J'ai été découvrir Bava, j'ai été découvrir Sergio Martinez, Umberto Lenzin, Fulci, etc. J'ai découvert tout ça par la suite. Donc ça a été une sorte de porte ouverte aussi sur le fantastique italien. Le giallo, ça veut dire quoi exactement? Parce que le giallo, comme tu sais ce que ça veut dire, c'est giallo, c'est jaune en italien, et ça ramène à ces couvertures de petits ouvrages, qui est une sorte de petits romans de gare, qui mêlent un peu fantastique, policier, érotisme. Et pour le coup, effectivement, tu dis très bien, on peut considérer que c'est Bava dans un premier temps. Il me semble qu'il y a même un film de Bertolucci qui est un peu antérieur encore à ça. C'est pas intéressant de faire des liens avec Bertolucci, puisque Argento a coécrit Était une fois dans l'Ouest pour Sergio Leone avec Bertolucci, donc il y a déjà ces liens-là aussi qui sont établis. Et effectivement, Bava a réalisé un film dans un premier temps, en 63, si je ne me trompe pas, qui s'appelle La fille qui en savait trop, qu'on considère comme étant le premier giallo, qui est on va dire un écho direct au cinéma d'Hitchcock, pour le coup, de manière immédiate, puisque de toute façon, le giallo a ce fond hitchcockien qui est quand même très, très, on va dire, assumé à fond. Moi, je considère que Argento, quand il travaille le meurtre, en fait, c'est une sorte de constante remise en jeu de la séquence de la douche dans Psycho. En fait, c'est juste remettre en jeu continuellement ce truc-là. Et donc, pour le coup, il va réaliser un deuxième, donc Bava, qui, pour le coup, je pense, est considéré comme étant le premier giallo vraiment pur, qui est Six femmes pour l'assassin, pour le coup, et qui déjà pose un petit peu ce travail du travail de manière, si vous voulez, un peu, on va dire, extrêmement précis, extrêmement rigoureux de la couleur, notamment avec le travail du rouge dans Six femmes pour l'assassin, qui est pour moi, et je pense pour beaucoup de commentateurs, est le premier giallo vraiment, on va dire, originel. Et effectivement, par la suite, on va avoir nombre de giallo, et finalement, Argento va arriver à la fin des années 60 avec sa trilogie des animaux, donc il y a pour le coup L'oiseau plumage de cristal, Le chat neuf queues et Quatre mouches de velours gris, qui sont de 3 succès d'ailleurs, plus ou moins au box-office quand même italien, mais c'est des films qui sont assez peu appréciés, qui sont assez mis de côté dans un premier temps, assez méprisés, mais qui sont des films qui pour le coup sont intéressants parce qu'ils sont un petit peu la transition. Il y a quelque chose de Bava, il y a une inspiration de Bava évidemment, mais Argento, à travers ces 3 films, pour moi en tout cas, va commencer progressivement à trouver son style au fur et à mesure. Et les frissons de l'angoisse vont être le giallo un petit peu ultime, qui est l'affirmation de son style, l'affirmation de son appropriation du giallo, sa personnalité, comment lui l'interprète, et qui vont devenir une sorte de matrice en fait de tout ce qui va suivre ensuite chez Argento, mais aussi chez d'autres auteurs autres que lui, même Fulci dans une certaine mesure, des échos qu'on trouve chez Lucio Fulci, même chez des auteurs beaucoup plus tardifs qui ont notamment, il y en a un qui a été assistant metteur en scène d'Argento pendant un certain temps, qui est Michele Soavi par exemple, donc tout ce qu'il a pu faire après. Des films comme Bloody Bird, etc., qui ont ce truc-là, en fait, Arrivederci, Amore Ciao, qui est aussi un polar, qui prend pas mal de codes d'Argento aussi. Et je trouve que pour le coup, Argento sait approprier le giallo. Alors j'ai oublié 2-3 petites choses qui sont importantes dans le giallo. Il y a toujours l'idée du tueur qui tue avec une arme blanche, alors qui ramène toujours à ce fond sexuel aussi, qui est la pénétration qu'on trouvait déjà chez Hitchcock dans la séquence de la douche. Il y a ce côté extrêmement fétichiste, avec ce fétiche du cuir aussi, qui est très important, puisque le tueur est tout le temps ganté. Cette image-là du tueur ganté, c'est un truc qui apparaît pour la première fois, il me semble, dans un des trois segments de 3 visages de la peur de Bava. Et c'est si je ne me trompe pas dans l'ordre, c'est le premier segment où on voit un personnage, une femme, qui va chercher un couteau dans un tiroir. C'est un plan très court, et elle met d'abord un gant en fait noir pour aller chercher ce couteau-là. Et c'est un des plans qui a été séminal pour Argento et qui est un petit peu le fondement de sa manière dont il va réinterpréter le giallo par la suite. Et puis Bava, pour la suite, va continuer aussi à faire du giallo aussi, puisque après vous avez... mais qui justement, c'est intéressant parce que ce vers quoi basculer Bava, c'est des films, par exemple, je pense à La Baie sanglante, qui est un giallo qui va amener au slasher de manière beaucoup plus directe, puisque Vendredi 13 de Sean Cunningham, mais très fortement inspiré de La Baie sanglante aussi, donc finalement, ça va permettre de transférer ça aux États-Unis aussi. On sait aussi que le Black Christmas de Bob Clark en 75 est aussi fortement inspiré du giallo. C'est notre appellation, c'est le slasher transalpin, si on veut dire ça comme ça.
et qui a aussi a été inspiré par ce giallo-là, pour le coup le giallo italien, et qui a inspiré pour le coup le Halloween de Carpenter. Donc le giallo, c'est une œuvre, enfin un genre, un sous-genre qui a une importance quand même capitale à l'échelle de l'Italie, alors qui va s'achever grossièrement au début des années 80, quand le cinéma italien va subir une crise assez importante due au déferlement du cinéma américain notamment. On a à peu près le même système en France aussi. Le cinéma hollywoodien qui va venir un peu irriguer et submerger les salles. Donc on a cette crise-là à ce moment-là qui va faire que le giallo va s'arrêter de manière quand même assez sèche. Il y a quelques giallo tardifs, je disais tout à l'heure, Les Ventres de New York par exemple de Fulci, qui est un truc un peu plus tardif. On parlera tout à l'heure d'Inferno aussi, dans une certaine mesure. Si c'est le pan aussi, parce qu'Argento, il y a ce truc-là, il y a le pur giallo policier en tant que tel, mais aussi le giallo fantastique, on en parlera aussi. J'ai l'impression qu'on a toujours cette sensation un peu floutesque lorsqu'on voit un film d'Argento, mais c'est-à-dire qu'on ne le prend pas tout de suite au sérieux. Alors, je sais pas, quand tu te dis on prend pas au sérieux, en fait, ouais, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, ce que tu dis. Il y a un côté, effectivement, chez Argento, mais globalement, dans le giallo, en fait, je pense que c'est assez propre au sous-genre, c'est qu'il y a quelque chose de très, très bis, très film d'exploitation, où il y a quelque chose, parce que les premiers giallo, c'était ça aussi, hein, il y a cette idée aussi de flatter les bas instincts du spectateur, de rameuter principalement des hommes, parce qu'il y avait ce mix de sexe et de violence, etc., qui apportait de la jouissance, en fait, mais vraiment très, très basique, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas à terme, en fait, mais effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la première impression, qui peut, en plus, il y a quelque chose de fondamentalement grotesque, en fait. Moi, je trouve que Argento est toujours cette idée on est toujours sur le grotesque, il bascule jamais dans le ridicule, en fait, il est toujours sur cette idée, sur cet exercice d'équilibriste, où à peu de choses près, où un auteur qui aurait fait la même chose se serait vautré dans le ridicule. On est toujours sur ce fil très, très, très tendu, très tenu, très, très fin. Et c'est un exercice d'équilibriste constant où les séquences de meurtre, ou même les séquences fantastiques, hein, je pense dans Suspiria, je renvoyais Inferno par exemple hier soir. Inferno, on est tout le temps quand même à flirter avec le ridicule, mais on n'y sombre jamais à aucun moment. Et donc peut-être, alors je sais pas si c'est comme ça que tu l'entends en tout cas, mais oui, on peut avoir cette première impression de se dire, il faudrait pas grand-chose pour que ça devienne complètement ridicule, parce que c'est tellement excessif, parce que c'est excessif, on est dans de l'esthétisme à outrance, dans du maniérisme, qui, poussé à son paroxysme, pourrait effectivement assez facilement devenir ridicule. Et je pense qu'il y a cette impression-là quand tu découvres pour la première fois, où tu vas un peu extrapoler ce maniérisme-là et te laisser aller et te dire, ah, c'est peut-être un petit peu ridicule, c'est peut-être un peu too much. Et finalement, quand tu découvres un peu la cohérence globale, en tout cas de la filmo de Argento, en fait, tu te rends compte finalement tout ça est cohérent. C'est pas un film seul, c'est bizarre, ça peut paraître étrange, mais quand tu découvres là, tu vois une vraie cohérence d'auteur en fait derrière ça. Et finalement, il y a plein de choses à dire à travers ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'expérimental. Moi, je trouve que par exemple, l'Argento récent, qui est moins maniériste, et sombre beaucoup plus facilement dans le ridicule. Et les films, de fait, les films récents d'Argento sont ridicules. Enfin, moi, je trouve que c'est un très mauvais film et très récent. Ça veut pas dire qu'il y a 2-3 choses qui sont pas intéressantes à temps en temps, mais le plus quart du temps, en fait, tout ce qu'il avait su éviter pour la première partie de carrière, on va dire pour moi jusqu'à 84, c'est-à-dire Phénoména, 85, Phénoména, qui est le dernier, je pense, qui est vraiment sur ce fil-là et qui arrive à pas basculer. Dès qu'on bascule par la suite, il y a des films intéressants, mais de plus en plus, à l'échelle de séquences, et puis à la fin, je trouve, à l'échelle d'un film, le film bascule vraiment dans le ridicule. Enfin, ces films, pour le coup. Opéra, par exemple, est un film que je trouve absolument fascinant, mais il y a plein de passages dans Opéra où, on va dire, le premier Argento aurait réussi à tenir le fil, et Opéra, à des moments, pouf, il bascule. Alors ça n'empêche qu'il y a des moments, pour moi, de génie absolu dans Opéra, mais il y a des moments où tu dis, ah non, là pour le coup, ouais, c'est too much. Là. J'ai beau connaître Argento, aimer ce qu'il fait, si on est dans la politique des auteurs, qui est propre à la nouvelle vague, qui est de dire, voilà, quand j'ai un auteur, je me dois, dans une certaine mesure, quand je l'aime, d'apprécier tout ce qu'il fait, y compris dans ses ratés, etc. Moi, sans que ça me sorte finalement de l'auteur en tant que tel, là, moi, il y a des moments où Argento, il me sort littéralement, en fait, parce que en tout cas dans sa carrière récente, où ça me sort littéralement, je peux pas, en fait. Pour moi, c'est une grande tristesse, une grande souffrance quand je vois ces films-là. Je pense qu'on parlera peut-être de Mother of Tears, le troisième opus de la trilogie des mers, des films comme Le 110 innocents, qui est un film que j'aime bien, mais il y a des moments où c'est juste pas possible, quoi. C'est irregardable. Je ne parlerai même pas du Dracula 3D qu'il a fait avec Rutger Hauer et Thomas Kretschmann, qui est une catastrophe. Donc, et là, tu te dis,
tu peux sentir des touches d'Argento. Là, tu dis où est Argento à ces moments-là, en fait. Tu t'es posé la question de savoir pourquoi il y avait une forme comme ça de pourquoi tu le ne voyais plus inspiré comme tu l'avais vu dans les années 70 et du début des années 80, et à part quelques fulgurants dans les années 90 et encore plus d'inspiration, peut-être parce qu'il n'y a rien qui l'inspire dans ce pays où il n'y a plus de cinéma. C'est possible, c'est possible. Là, tu viens de me lister un truc auquel je n'avais pas pensé, en fait. Moi, j'avais cette idée pour moi qu'il était arrivé à un point de rupture. Alors là, pour le coup, toi, tu disais, c'est intéressant parce que toi, tu parles justement à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une industrie cinématographique, du pays. Je trouve ça vachement intéressant de le penser comme ça. Il y a un problème, il y a un truc qui va plus. Peut-être qu'il a été tellement loin, il a atteint un tel point de rupture en termes de mise en scène. Je pense que Opéra, pour moi, pour le coup, pour moi, c'est ce point de rupture-là. Opéra, qui est un film que j'ai découvert assez tardivement, en fait, que j'ai découvert il y a 2 ans maintenant. Et parce que j'avais découvert tout ce qu'il y avait après chez Argento, je me dis bon, je vais squeezer celui-là aussi parce que vu que ça me rend triste à chaque fois que je vais voir un film un peu plus récent, je vais pas y aller. Finalement, j'ai découvert, je trouvais ça vachement intéressant et j'ai vraiment vu une sorte de point de rupture, un truc où il est allé tellement loin, où il va tellement loin que le fil sur lequel il se tenait jusqu'à maintenant, il a envie. C'est comme s'il était sur un fil d'équilibriste qui saute toujours de plus en plus loin pour essayer de prendre de l'avance. Et là, il a essayé un saut beaucoup trop grand et il se casse la gueule. Alors, je sais pas si la métaphore est un peu nulle, mais j'ai ce problème-là, j'ai l'impression qu'il a été tellement loin qu'au bout d'un moment, il sait plus quoi faire, il sait plus quoi dire. En fait, il y a des cinéastes qui, au bout d'un certain temps, se disent, de toute façon, j'ai plus rien à rajouter, j'ai plus rien à dire. Carpenter l'a fait aussi. Il est passé à autre chose, à la musique, il est passé à autre truc en se disant, le cinéma, j'ai plus rien à dire, donc j'arrête. Alors, il y a deux, 3 films de Carpenter qui sont sur sa fin de carrière, qui sont quand même vachement moins intéressants. Mais je pense qu'il a su sortir ce truc-là. Alors Argento a peut-être encore des choses à dire, il pense peut-être avoir encore des choses à dire, mais je pense qu'en tout cas sur la forme, il y a quelque chose qu'on a perdu et qui m'attriste énormément. Mais comme tu le dis aussi, peut-être que le contexte cinématographique à l'échelle du pays qui est autour de lui qui se fait qu'il ne se retrouve plus dedans, il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus comment utiliser ce souffle qui potentiellement pourrait y avoir derrière, qui est plus là et qui fait que ça ne le porte plus. Peut-être que le cinéma des années 70 italien le portait, tout ce qui précédait le portait, et là il n'y a plus rien qui le porte. Restons sur le rapport avec le pays. Selon toi, que disent les films d'Argento de ce pays, de cette Italie? Alors, moi, il y a 2-3 trucs Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire italienne, donc pour moi, ça reste. C'est ce que je ressens vraiment de prime abord, mais il y a toujours ce fantôme du fascisme qui est toujours là, en fait, qui pour moi ressort énormément à travers le travail architectural, parce qu'Argento, il y a une obsession pour l'architecture, pour la mise en valeur de cette architecture, ce qui fait justement qu'il travaille ses cadres de manière extrêmement picturale et qui renvoie à pas mal d'œuvres d'art de peinture classique italienne. Moi, c'est vrai que j'ai toujours ces plans-là. Moi, je pense à Profondo Rosso, notamment cette discussion entre David Hemmings, donc Marc Dely et son meilleur pote, pour le coup. Ils sont sur une place. Alors, je sais plus je sais plus, c'est à Turin, Profondo Rosso. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est Turin. Oui, si, c'est à Turin. En fait, c'est à Rome, Pérouse et Turin. Il y a 3 villes. D'accord. C'est à Rome, Pérouse et Turin. C'est vrai qu'il bouge pas mal pendant le film aussi. Mais il y a cette séquence-là voilà, où ils sont. Alors, il y a tous ces plans d'abord sur ces bars, justement, qui ramènent à Edgar Hooper aussi, avec ces tableaux, vous savez, de vitrines, de bars qu'on voit, qui sont peints de l'extérieur, etc. Et là, il fait à peu près le même système dans un premier temps sur ces bars. Et ensuite, il y a ce plan extrêmement large sur une fontaine qui sépare ces 2 personnages qui sont très lointains. Et en voyant Inferno, pareil, hier soir, j'ai revu un peu le même système. C'est-à-dire qu'il filme des personnages avec des plans très très larges. Ces héros sont souvent perdus en fait au cœur de ces décors absolument dantesques, immenses, etc. Il y a quasiment personne dans les rues en fait. C'est pour ça que pour moi, c'est à chaque fois les villes italiennes, c'est des villes fantômes en fait chez Argento. Il y a juste les personnages, 2-3 personnages qui semblent s'ébattre dans ce truc-là, essayer de s'en sortir. Et il y a ce côté-là, voilà, de spectre du fascisme avec cette architecture qui ramène à la Rome antique dont était si adepte Mussolini. Et qui a l'air d'écraser en fait les personnages c'est des décors donc ils sont inertes, mais en même temps je trouve qu'il y a quelque chose de ce pouvoir qui les écrase, ce passé qui les écrase et qui les rend minuscules dans le cadre en fait. Et voilà, j'y vois ce fantôme écrasant du fascisme qui est toujours là en fait, alors qu'évoquait le néoréalisme avant, qu'ont évoqué tous les auteurs qui ont succédé, qui ont essayé de se détacher du néoréalisme, qu'on parlait de Pasolini, d'Antonioni, de Visconti, etc. Donc il y a toutes ces choses-là en fait qui sont là. Et lui, il retravaille voilà, ce motif du fascisme, mais à travers l'esthétique, à travers les décors et l'architecture.
et montre en tout cas ces personnages qui s'évadent dans cette société des années 70, mais qui sont toujours écrasés en fait par ce truc-là, par ce passé qui est extrêmement lourd. Alors il y a ça que j'y vois, mais il y a toujours ce côté en fait de ce qui précède, de la question du passé, du rapport entre le passé, c'est-à-dire les années 70. Je pense notamment sur la question de la libération des sexes aussi, quelque chose d'important aussi pour moi aussi, c'est ça aussi d'Italie. Parce que jusqu'à maintenant, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, pour moi le giallo était quand même un genre qui était globalement assez misogyne dans son approche, dans l'image qu'il renvoyait de la femme. Je trouve qu'Argento justement va injecter aussi ce côté extrêmement féministe fait dedans, avec tous ces personnages. On suit souvent des femmes très fortes. Je pense à la journaliste notamment que va croiser, duquel va tomber amoureux Marc Dely dans Les Profondes de Rosso aussi, donc qui est interprétée par Daria Nicolodi, qui est la femme de Dario Argento, qui l'aura assis Argento, et qui pour le coup, voilà, ces femmes-là qui sont, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas les faire-valoir des personnages principaux, qui sont alors quand même souvent des hommes, mais c'est toujours des femmes extrêmement fortes qui justement essaient aussi de s'ébattre dans ce monde d'hommes. Sans rentrer dans les clichés, dans les généralités, mais il y a la société italienne comme une société encore une fois assez misogyne à cette époque-là. Alors pour avoir des amis italiens, on dit que c'est toujours un peu la même chose aussi. Ça a évolué, mais pas forcément jusqu'à une libération totale et que ce truc-là disparaisse totalement. Donc il y a cette idée-là aussi, moi, qui me paraît intéressante de traiter cette société en pleine mutation dans les années 70, avec justement cette libération progressive des femmes. Qui ramène justement à tout aussi, parce que Argento aussi s'inspire énormément. Il y a beaucoup de choses moi, qui font très la nouvelle vague, qu'on trouve chez Argento aussi, donc à tout ce qui se passe aussi en France aussi. Il y a des échos pour moi, ce qui se passe socialement en France et ce qui se passe cinématographiquement en France, et qui est l'écho finalement de ce qui se passe socialement aussi. Donc voilà, j'y vois un petit peu tous ces éléments-là. En fait, une société dans les années 70 qui est en pleine transformation, qui est le cul entre deux chaises, entre un monde, une Italie qui essaie de sortir en tant que face peu du fascisme, mais qui est toujours écrasée un petit peu par ce passé-là. Et puis qui essaie de muter en fait vers quelque chose d'autre, vers une société justement où les femmes seraient plus libres, en écho à ce qui se passe chez ses voisins européens, etc. Donc moi j'y vois tout ça un petit peu. Quand Argento arrive aussi dans le cinéma italien, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé, et comment ça a été reçu aussi ça? Comment les films d'Argento ont été reçus dans un premier temps? Mal. Très mal malheureusement, mais parce qu'il y a un miroir peut-être aussi, oui. Et très souvent, voilà. Mais c'est bien que tu utilises le terme de miroir, parce que pour le coup, c'est un cinéma qui est très qui travaille la notion de miroir. Tu parlais aussi du double, etc., qui se reflète dans le miroir. C'est un cinéma qui te met face à tes responsabilités, qui met les personnages face à leurs responsabilités, qui te met toi, spectateur, face à tes responsabilités, qui est en train de jouir de l'horreur qui est en train de se passer devant toi, à ce moment-là, qui est en train de ressentir quelque chose qui est de l'ordre d'une émotion esthétique face à des atrocités. Donc c'est vraiment un cinéma du miroir, et tu dis c'est un miroir social, c'est un miroir de l'individu qui regarde le film et qui, encore une fois, à qui on renvoie la gueule, son voyeurisme, ce qui était quelque chose qu'on avait chez Hitchcock, qu'on trouve chez De Palma aussi. C'est te renvoyer la gueule, ton voyeurisme, ton envie de voir des trucs un peu étranges, ton envie de jouir, de prendre plaisir de ça, de prendre un plaisir au spectacle d'Amor. T'as effectivement c'est du miroir, pour le coup qui est décliné de manière beaucoup plus mythologique, puisque Argento a cette obsession évidemment pour le motif d'Alice au pays des merveilles qu'on retrouve dans Suspiria, qu'on retrouve dans Inferno, qu'on retrouve dans Phenomena, qu'on retrouve dans une certaine mesure dans Opéra. Donc c'est un truc qui est assez obsessif là-dessus. Donc oui, effectivement, je trouve que de poser ces sur cinéma comme ayant dérangé, étant problématique du point de vue des critiques ou des commentateurs à l'époque, c'est parce que c'est un film qui est miroir, qui se fait miroir d'une réalité, alors qu'il extrapole, qui passe par l'imaginaire, par le fantastique, pour pouvoir user de métaphores qui permettent de mettre en avant des thématiques, des éléments qui sont réels pour le coup. Parce que finalement, c'est un petit peu, pour revenir à la question, je parlais de la nouvelle vague tout à l'heure, il y a cette idée chez Argento d'utiliser un petit peu comme ce que la nouvelle vague, on va dire, objectait à la qualité française, c'est-à-dire qui n'utilisent pas la spécificité pleinement du médium cinématographique. Ils veulent présenter la vérité et pas la vérité du cinéma. Chez Argento, il y a ça, en fait. Il y a une idée en plus, la thématique de la vérité est très importante chez Argento. C'est de présenter non la vérité en tant que telle à travers l'image, pas la réalité, j'entends, c'est même mieux, peut-être pas la réalité, mais la réalité du cinéma. Ce que le cinéma me permet de révéler de la réalité par le biais de ces éléments qui, justement, nous éloignent du réel. C'est-à-dire que le cinéma m'éloigne du réel pour mieux m'y ramener. Cet éloignement du réel permet un recul qui permet de révéler quelque chose autre chose que le cinéma ne pourrait pas révéler. Ça ramène à ce qu'on a chez Tsiga Vertov avec cette idée que l'œil machinique et l'œil humain se confondent, s'hybrident pour pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière la réalité et que seul le cinéma permet de voir.
pour moi, je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'on était venu à parler d'Argento la dernière fois, c'est parce qu'on avait parlé de la magie justement. Et Argento utilise en fait, je pense que c'est Jean-Baptiste Auré qui avait écrit son bouquin qui s'appelait Dario Argento, magicien de la peur, si je ne me trompe pas, au niveau du titre. Et il y a cette approche, cette utilisation de la prise ou du plan comme quelque chose qui va susciter le même effet qu'un effet magique. C'est-à-dire que, je crois que j'en avais parlé un petit peu dans l'échange qu'on avait fait sur le Prestige, c'est-à-dire qu'Argento, et c'est pour ça que on est toujours un petit peu perdu, comme on serait perdu devant un tour de magie, c'est-à-dire qu'il structure ses films, et Hitchcock le faisait dans une certaine mesure aussi, Orson Welles le faisait aussi, où il y a cette première séquence qui est assez récurrente chez Argento, où on voit un personnage qui est témoin de quelque chose, c'est-à-dire cette question de voir ou de ne pas voir, qui est un travail, on va dire, théorique dans un premier temps, qu'il met en pratique par sa mise en scène, c'est aussi présent à l'intérieur de la narration, puisque ce sont souvent des personnages qui devraient voir quelque chose, mais qui ne le voient pas parce qu'ils l'interprètent mal. Comme nous, spectateurs, on peut ne pas voir le film d'Argento tel qu'on devrait le voir parce qu'on l'interprète mal. Et tout le processus, alors le Profondo Rosso, je pense que c'est le meilleur exemple pour moi, c'est pour ça que c'est peut-être mon préféré aussi. Il y a cette séquence, donc on suit Mark Daly au tout début, on suit un petit peu, c'est un jazzman, souvent c'est souvent des artistes aussi, c'est important, je trouve aussi, il y a cette idée de mettre en avant aussi les classes artistiques, je trouve aussi intéressant. Il y a souvent un discours aussi sur la lutte des classes à Argento qui est assez présent dans Inferno, je revoyais ça hier et j'étais assez étonné, parce que j'avais plus souvenir ça dans Inferno. Et pour le coup, donc Mark Daly arrive un soir chez sa voisine, donc qui est médium, il va la découvrir donc, à sa fenêtre en train de se faire massacrer par un tueur mystérieux. Il va rentrer, il est le premier à rentrer dans l'appartement. Il arrive dans un couloir, et dans ces couloirs, il y a diverses peintures, et il va tomber sur une peinture. On va voir vraiment un quart de plan, c'est très court, mais ça attire son attention. Il ne sait pas pourquoi ça attire son attention. Et après, le film continue, il découvre le cadavre, et puis il se lance dans l'enquête. Comme très souvent chez Argento, c'est un individu étranger qui déboule en Italie, donc il n'a aucun code social italien, qui ne parle pas toujours la langue. Et qui va se retrouver donc confronté, embrigadé dans une affaire par le pur hasard, voilà, c'est juste, c'est comme ça, c'est une fatalité, il se retrouve embarqué là-dedans, il n'a pas le choix d'aller jusqu'au bout, et il se retrouve embrigadé. C'est à peu près toujours le même système, et il est souvent témoin d'une séquence qu'il ne comprend pas ou qu'il perçoit mal, parce qu'il l'interprète mal. Et là, pour le coup, Mark Daly trouve ce truc-là, interprète mal ce petit plan où il voit un tableau, il pense que c'est un tableau. Simplement dire qu'à la fin, à terme, on va se rendre compte que ce tableau que le personnage avait pris pour un tableau, n'était pas un tableau, mais un miroir, pour revenir à l'idée du miroir, dans lequel on voyait le visage du tueur. Et comme il y avait de multiples visages autour, ce visage du tueur était confondu dans ce tableau qui était reflété par un miroir, puisque le tueur se cache dans l'embrasure du mur, et donc le personnage arrive derrière, donc il ne voit pas le tueur, il voit juste le reflet qui projette le tableau qui est en face, avec le tueur qui reste caché dans le coin contre le tableau. Et donc, au passage, le film joue sur une fausse piste tout du long, va amener finalement à la suppression du premier tueur qui n'est pas le tueur de fait. Et on va découvrir voilà, que finalement, lui, comme nous spectateurs, avons déjà vu le tueur. Et comme je disais, c'est comme un tour de magie. Quand on voit un tour de magie, on voit l'effet en tant que tel. Là, comme le personnage de Mark Daly voit l'effet qui est ce meurtre. Et tout spectateur normalement constitué va rationnellement remonter le tour pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et le personnage de Mark Daly va faire exactement la même chose, c'est continuellement remonter cette séquence qu'il a vécue. Comme nous, spectateurs, on va continuellement remonter cette séquence qu'il a vécue pour se rendre compte que le trucage est quelque part et qu'on ne l'avait pas vu, qu'on nous avait détourné l'attention ou qu'on avait attiré l'attention autre part. Et que finalement, la réponse, on l'avait depuis le début. C'est le cas aussi dans l'oiseau au plumage de cristal, puisqu'on voit dans un premier temps une séquence d'agression, mais le personnage principal ne se rend compte qu'à terme, c'est pas l'agression dans le sens où il pensait qu'elle était. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Ténèbres marche aussi comme ça, dans une certaine mesure, ce que Ténèbres complique les choses encore plus et complique cette question de la perception, etc. Donc la question de ce qu'on voit, de ce qu'on voit pas, de ce qu'on devrait voir, de ce qu'on n'aurait pas dû voir, etc. C'est un truc qui est assez optionnel, la question du regard, et puis lié à la question du miroir, pour le coup, qui ramène à cette question du regard aussi. Est-ce qu'Argento aime dialoguer avec d'autres cinémas? Alors c'est vrai qu'on peut revenir peut-être sur les bases sur les Hitchcock, Bava évidemment. Tu parlais aussi d'Antonioni parce qu'évidemment pour le coup Profondo Rosso c'est pour moi c'est très clairement, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi c'est très clairement la réadaptation dans une certaine mesure de Blow Up, parce que c'est David Hemmings pareil trouve un détail sur une photo pour une assistée là qu'il a prise dans un parc et ce détail là il va cesser de le réinterpréter. Et en le réinterprétant, on se pose la question si sa réinterprétation va l'amener finalement à voir des choses qui ne sont pas là.
parce qu'il y a cette question du regard, puisque ça se termine blow up par ce match de tennis avec les mimes, qui est absolument extraordinaire pour le coup, où à terme, on est en train de les voir jouer au tennis, alors qu'on sait qu'ils ne jouent pas au tennis, alors qu'on ne voit pas la balle, etc. Donc finalement, c'est le même questionnement qui est là, sur ce qu'on aurait pu voir, est-ce qu'on va continuer, on va cesser de réinterpréter, en réinterprétant, est-ce qu'on ne va pas extrapoler sur cette vérité, parce que la question de la vérité est là aussi. Alors pour des cinéastes contemporains, j'avais revu il n'y a pas très longtemps non plus l'au-delà de Fulci. Quand je vois ces deux films qui sont à 1 an d'écart, alors 80 pour Inferno et 80 pour Fulci, pour le coup, alors c'est plutôt l'inverse, pour le coup je réponds pas bien à ta question, c'est l'inverse, mais quand je vois l'au-delà, pour moi l'au-delà fonctionne de la même manière que Inferno. Moi je trouve qu'il y a des choses très très étranges, il y a quand même des échos très étranges, c'est-à-dire que dans l'au-delà, il y a ce personnage qui se fait dévorer par un essaim, je ne sais pas si on appelle ça un essaim, mais un essaim de migale, où il y a cette scène hyper gore où il se fait bouffer de partout. Là, vous avez la même chose dans Inferno avec un type qui se fait bouffer par des légions de rats. Et vous avez un personnage qui se fait agresser par des chats, donc qui ramène, je pense, beaucoup plus d'ailleurs aux oiseaux d'Hitchcock, avec la séquence Tippi Hedren se fait agresser dans son grenier par les oiseaux, qui ramène une séquence de viol et qui est traitée un peu de la même manière dans Inferno. Et pour le coup, il y a plein d'échos comme ça. Inferno, c'est un film très bizarre parce que c'est un film qui a une sorte de dialectique du cauchemar. C'est-à-dire que là où c'est quand même relativement linéaire chez Argento, c'est un film, quand on le revoit, qui en termes de scénario est très étrange, c'est très flou, c'est très cryptique. Le développement de la narration ne se fait pas de manière linéaire. C'est pas le récit qui guide, on saute d'un personnage à un autre de manière assez décousue. Mais ça obéit finalement à une sorte de dialectique du cauchemar. En fait, c'est comme un cauchemar fonctionne comme ça. Et Inferno est un vrai cauchemar en fait mis en image. Et c'est pour ça qu'il est complètement fou visuellement, complètement foisonnant. Et pour le coup, le film, enfin l'au-delà de Fulci fonctionne de la même manière. Il y a une sorte de dialectique du cauchemar qui fait que c'est complètement décousu. Mais au début, là où ça peut te paraître complètement déstabilisant, flou, tu sais pas sur quel pied danser en voyant ce truc-là, en fait, si tu te laisses aller en disant c'est un cauchemar, bah, c'est un cauchemar. Et dans ce cas-là, ça passe parfaitement. La logique du cauchemar est respectée, mais comme la logique du cauchemar n'est pas la logique du vrai, de la vérité, de la réalité, du vrai monde, de la réalité véritable, bah, ça passe très bien. Mais Inferno, j'ai l'impression que c'est l'un des rares films qu'il ait fait où il se permet d'aller très très loin. C'est le deuxième, si on le restitue, c'est le deuxième film de ce qu'il appelle la trilogie des mers. Donc le premier étant Suspiria en 77, donc celui-ci en 80, et je crois que Mother of Tears doit dater de 2006, je crois, 2006-2007. Alors pour le coup, ouais, je trouve ça intéressant parce que le film prend Suspiria et essaie de radicaliser encore plus Suspiria, où il pousse encore plus loin les potards en termes d'excès, en termes de baroque. Il y va à fond, il a aucune limite, il ne se pose aucune limite, et à tel point en fait qu'il se pose même plus de limite de scénario. C'est-à-dire que pour moi, le scénario en termes d'écriture, c'est écrit. Mais il n'y a pas, en ce que je disais, il n'y a pas de scénario linéaire en fait. Le scénario, c'est plutôt les circonvolutions visuelles qui vont guider en fait l'histoire, et pas l'histoire qui guide des images. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti en le voyant l'histoire. Je me dis putain, en fait, c'est juste une suite d'images qui sont très viscérales, donc finalement qui ont une logique viscérale, mais qui n'ont pas une vraie logique narrative. Et en même temps, il y a une logique qui est, c'est-à-dire que thématiquement, le film est nickel en fait thématiquement et visuellement, il est parfaitement cohérent. Donc finalement, bah, ça se suit parfaitement. Et puis c'est un cauchemar. Encore une fois, si tu admets que c'est un cauchemar, bah, ça passe sans aucun problème. Mais c'est une suite en fait de séquences d'horreur, de séquences horrifiques. Je ne me rappelle plus à quel point les meurtres s'enchaînent dans la deuxième partie. Et c'est juste une suite de séquences. Mais elles font sens parce que c'est un cauchemar, encore une fois. Et je trouve qu'il a radicalisé Suspiria au maximum. Et comme tu dis très bien, en fait, je trouve que cette radicalité-là, ce fait de faire primer les images sur la narration, ça annonce effectivement peut-être ce qui va arriver après, c'est-à-dire que là où pour le coup c'est pour moi totalement justifié parce que tout est traduit par l'image, le fait d'un abandon de l'écriture, ça va l'amener à tout ce qu'il y a après, ou pour mon cas il y a un abandon de l'écriture, mais le problème c'est que la cohérence visuelle, graphique, n'existe plus par la suite, elle va progressivement disparaître. Donc comme il n'y a plus d'écrit véritablement, il n'y a plus d'écriture rigoureuse ou cohérente vraiment, et il n'y a plus d'images cohérentes vraiment, bah ça marche plus en fait. C'est-à-dire voilà, je trouve que il radicalise l'image, on va dire, il va comment dire, j'arrive pas à trouver, dépouiller c'est négatif, mais il va au maximum se débarrasser un petit peu de tout ce qui peut être morceau de gras dans le récit pour ne faire plus qu'une sorte de truc extrêmement pur.
Et on arrive après, pour le coup, à le pur devient une absence d'écriture, et la recherche esthétique, il a été tellement loin que pour moi, il ne sait plus quoi vraiment faire visuellement non plus par la suite. Donc ça donne des Mother of Tears qui, en tant que tel, moi, me réjouissent en tant que gros Z, parce que c'est très, très Z et c'est très, très drôle à regarder. Ouais, c'est vrai que ça reste quand même du nanar, parce que on n'est pas sur du Z, parce qu'il y a le Z que t'aimes pas, il y a le Z nul et qu'il faut, qui est pas bien, qu'il faut pas regarder, qu'on prend pas de plaisir. Là, effectivement, on est sur du nanar, parce que je pense qu'Argento a une vraie volonté de faire un truc bien. Il a envie de faire quelque chose, mais il se prend les pieds dans le tapis. Et là, pour le coup, on a une vraie nanar, parce que pour moi, c'est quand même un film qui est sincère. C'est pas un film cynique qui fait semblant d'être mauvais. C'est un film qui voudrait faire quelque chose et qui se vaut. Donc il est fait avec de bonnes intentions. Donc c'est pour ça que j'ai de la sympathie pour le film, parce qu'il est fait avec de bonnes intentions. Mais c'est raté. Mais c'est caca. C'est terrible. C'est terrible. Mais il y a plein de plans gore très rigolos dedans, par contre. C'est dit, il y a Udo-Kier qui fait n'importe quoi, et il y a plein de plans gore très rigolos. Il y a une très bonne vidéo qu'a faite Artopolis, pour le coup, sur Ténèbres. Ça, que je conseille, parce que pour le coup, il a fait. C'est un de ses films préférés, il me semble. Il a fait une très bonne vidéo là-dessus, en fait, qui résume vraiment beaucoup de choses passionnantes dessus. Moi, c'est un film que j'aime énormément, aussi, Ténèbres. Et je suis assez d'accord sur ce que tu dis, en fait. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, c'est un peu le début. Alors, je veux dire, le début de la fin, ça fait très négatif comme ça. Mais Inferno, qui était juste avant, était vraiment le paroxysme, le truc où il était plus loin possible. Dans le côté plutôt fantastique, parce que Ténèbres n'a pas d'éléments vraiment fantastiques de manière directe, puisque d'ailleurs c'est le film le plus autobiographique, si on peut dire, d'Argento, puisque c'est tiré d'un vrai problème qu'il a pu avoir avec un fan qui est un peu obsessionnel, qui l'appelait régulièrement au téléphone, qui avait menacé de le tuer d'ailleurs aussi. Et donc il a traduit ça à travers ce personnage de romancier qui écrit des romans policiers et qui se retrouve confronté à ce tueur en série qui se met à tuer des jeunes femmes en suivant, on va dire, le bouquin qu'a écrit cet écrivain. Et pour le coup, en fait, le film, effectivement, en fait, pousse extrêmement loin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose que, pour reprendre Profondo Rosso, qui est peut-être, encore une fois, pour moi, son meilleur et le plus parfait. Pour moi, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien de mauvais dedans, il n'y a rien de raté, tout est parfait. Là, il prend tout ce qui fonctionne dans tout ce qui avait marché narrativement, dramaturgiquement, en termes de mise en scène sur la forme, dans Profondo Rosso, et il le twist un cran plus loin encore. Et il essaie de pousser ça au maximum. C'est-à-dire qu'on va prendre ça simplement. Dans Profondo Rosso, il y avait 2 twists, en gros, enfin 2 twists, entre guillemets, ou 2 retournements, 2 climax. On va dire que c'était la première découverte, le premier climax, où on découvrait qui était le tueur. Le tueur était mis en état de nuire. Et on se rendait compte que finalement, c'était pas vraiment le tueur, et que pour le coup, il y avait déjà quand même un premier effet dramaturgique qui faisait que on s'attendait pas à ce que ce soit ce personnage-là qui est le meilleur ami de Mark Daly. Et puis on te twist en disant que finalement, c'est pas lui à la toute fin, avec finalement cet épilogue où on se rend compte que finalement, c'est sa mère, etc. Donc ça justifie pas mal d'éléments après. Là, il y a eu un surplus de climax. En fait, la fin, c'est un enchaînement de twists avec plusieurs climax différents jusqu'à l'épuisement. En fait, il y en a, à mon avis, beaucoup trop. Mais en même temps, je trouve que c'est de ce truc-là, de ce principe d'écriture du twist qui est porté vraiment au maximum, que tout le plaisir ludique du film, enfin tout le film tire son plaisir ludique de tout ça, en fait. C'est-à-dire que c'est trop, c'est beaucoup trop, ça en fait des caisses, ça veut en faire trop. Alors après, c'est cohérent, je pense, thématiquement, c'est cohérent, parce que finalement, le final, quand on se rend compte de qui est l'ultime tueur, si on pose ça, ça fonctionne parce que ça ramène Argento, parce que c'est un écho, parce que c'est une mise en abîme, parce que pour le coup, ça fonctionne très bien. Mais en tant que tel, vraiment dans la pure dramaturgie, dans la pure narration du film, c'est trop, c'est beaucoup trop. Et il le pousse beaucoup trop loin, ce truc-là. Et c'est intéressant, parce que là, je pense que ça a toujours été pour moi, c'est toujours été un metteur en scène un metteur en scène expérimental. Il a expérimenté beaucoup de choses, que ce soit dans la pure forme, mais aussi dans l'écriture. Et là, il est j'expérimente au maximum aussi. Dans le pendant pur giallo, pour le coup, je vais pousser le giallo dans ses ultimes retranchements, et ça donne un truc qui est une sorte de monstre, qui est une sorte d'excroissance au giallo, qui, comme toute excroissance, a un côté un peu trop, un peu too much, un peu boursouflé.
Mais en même temps, il arrive à tirer de tout ça un plaisir fantastiquement ludique, et puis quelque chose vraiment très très poétique à terme, je trouve, dans ce film-là. Donc moi, c'est un film qui me fascine énormément. J'en reconnais toutes les limites avec lesquelles il passe son temps à flirter, qui triture les limites continuellement. Mais en même temps, je trouve que c'est un tour de force, c'est un exercice de style pour moi, en fait, ce film-là. C'est-à-dire que j'en tire des émotions esthétiques, j'en tire pas vraiment des émotions narratives. En fait, il n'y a pas d'émotion vis-à-vis de ce qui se passe dans le film en tant que tel. Mais esthétiquement, par contre, en termes visuels, formellement, c'est un vrai plaisir. C'est ultra ludique, c'est hyper jouissif. Et tu t'amuses, en fait. Parce que bon, il y a toujours aussi ce fond très Conan Doylesque, je sais pas si ça se dit non plus Conan Doylesque chez Argento, qui fait que tu as un gros plaisir aussi à faire du whodunit, en fait, à essayer de trouver qui est le tueur et à t'amuser avec ça. Et Argento te dit, je me suis déjà amusé avec toi en te biaisant et en te baisant, si on inverse le i dans les deux cas, dans Profondo Rosso. Et ben là, je vais faire la même chose, en fait. Mais là, je vais le faire encore plus. C'est-à-dire que je vais te poser une première fin, tu vas dire c'est bon, c'est fini. Non, il y en a une deuxième, et puis en fait, tu dis c'est fini parce que dans Profondo Rosso, il s'arrêtait sur deux. Mais non, il y en a un troisième derrière, et puis un quatrième derrière. Et puis après, je vais peut-être m'arrêter, mais j'aimerais bientôt. Voilà, et je pousse au max. À tel point que toi aussi, en plus, tu sais plus vraiment te poser parce que là, il a fini, mais est-ce qu'il a vraiment fini? Est-ce que c'est vraiment la fin? C'est-à-dire qu'avant que le générique vraiment ne tombe, tu dis est-ce que c'est vraiment la fin? Et il y a ce côté assez ludique, en fait. Donc, c'est un film très ludique, je trouve. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, celui-là. Mais tu parlais d'exercice de style, c'est ce que j'ai ressenti aussi, pas forcément pour celui-ci, mais pour le syndrome de Stendhal qu'il réalise en 95-96. En fait, c'est ça, c'est un exercice de style. Ce film-là, je le sens, je sens que c'est un film qui n'est pas, qui est à moitié, pardon, incarné. Il y a des moments, il ne peut pas s'empêcher, finalement, selon moi, de sombrer dans la facilité en étirant, en poussant les séquences, en les développant, mais en les étirant, les épuisant, et ça donne des moments juste buesques. Et tu as raison, on croit que c'est un tel qui a fait le coup, mais en fait, à la fin, on apprend que, là, pour le coup, je vais peut-être pas spoiler parce que. Mais ça devient, en fait, au bout d'un moment, ça devient mécanique, en fait. C'est là où, dans les premiers. Ouais, c'était pas mécanique dans les premiers Profondo Rosso, ça avait une raison d'être. Je trouve que les meurtres avaient une raison. Le fait que les meurtres étaient étirés, en fait, avait une raison d'être parce que c'était des exercices de style. C'est des moments où Argento essaie vraiment de développer. Parce qu'il y a tout ce principe-là aussi chez Argento où les tueurs sont souvent filmés soit pour ne pas qu'on voit leur visage. Déjà, c'est une question purement utilitaire. On ne voit pas le visage du tueur, comme ça permet aussi de réfléchir à qui c'est. Ça permet de nous mettre aussi dans le regard du tueur, de voir ce qu'il voit. Et en quoi, alors, comme il tue, le tueur, il voit une sorte d'élément purement esthétique, ce qu'il est en train de faire. Et il y a presque ça dans Profondo Rosso, où alors, soit on est dans le plan subjectif, soit on est dans le décadrage, mais dans tous les cas, on ne voit pas le visage du tueur, et on a souvent ce côté un peu... on est proche du plan subjectif, même quand on est juste dans le décadrage, on voit c'est juste les mains du tueur exécuter son truc. Et on a quelque chose de très esthétique, comme si, à certains moments, quand le sang gicle sur les murs et tout, c'est très pictural. D'ailleurs, le sang a une couleur qui est complètement exagérée, qui ramène beaucoup plus à la peinture, en fait. Et il y a ce truc-là de nous mettre dans le regard de ce personnage. Donc il y a quelque chose de très amoral chez Argento, de te mettre là-dedans et te dire voilà ce que voit, voilà je te mets dans le regard du tueur qui est en train de faire quelque chose qui, cette mise en pièces du corps, cette déstructuration du corps a quelque chose d'artistique dans son regard à lui. Et puis il y a plein d'éléments aussi, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le tueur, mais il y a tout un travail qui est très très travaillé, enfin qui est très poussé dans le tueur. Il y a des motifs très récurrents dans la manière dont on le caractérise, il y a le plan subjectif ou le décadrage. Donc on avait parlé des gants de cuir, etc. Il y a tout le motif de la comptine aussi qui est très importante, parce qu'il y a toute la musique des Goblins, mais il y a ces moments-là, ces ruptures, on va voir la jeunesse du tueur, ou ce qui peut être son élément traumatique, et qui est toujours accompagné d'une comptine pour enfants, qui a ce côté, comme c'est un peu tordu, une comptine pour enfants tordue dans un contexte qui n'est pas un contexte enfantin, et toujours un peu dérangeant, et toujours un peu bizarre. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, je ne sais plus pourquoi je suis parti là-dessus. Mais ça pour dire voilà que pour revenir sur le syndrome Stendhal, pour le coup, le syndrome Stendhal prend ça complètement différemment, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout la même évocation du tueur, c'est plus fait de la même manière. Moi, c'est un film que je trouve hyper dérangeant parce que tu disais tout à l'heure, moi je trouve très dérangeant en fait dans le rapport que Dario avec Assia, qui moi me met extrêmement mal à l'aise. Pour ça, je veux dire, quand tu filmes ta fille en train de se faire violer par un tueur en série, pour moi, il y a quelque chose qui est quand même hyper tendu, en fait. Et moi, ça me met très, très mal à l'aise.
Il avait, je crois que c'est dans le Fantôme de l'Opéra, dans son adaptation du Fantôme de l'Opéra aussi, où il y avait un peu ça aussi, où il filmait grossièrement Assia se faire dépuceler par un personnage. Et tu dis, c'est quand même hyper tendu, en fait. C'est très, très bizarre. La relation qu'il y a entre les deux, moi, me met mal à l'aise. Et dans le cadre du film, je trouve ça assez fascinant. Je peux comprendre. Mais c'est en même temps fascinant, parce que tu dis, en fait, il y a quelque chose qui se passe quand même, malgré tout. Des séquences de meurtre ou de viol qui pourraient être mécaniques, au sens par rapport à la narration, j'entends, dans le sens de la narration, qui pourraient être juste là pour faire avancer la narration. Et de fait, elles le sont des fois, dans ces films-là. Mais quand il y a ces éléments-là, où on sent ce regard d'un père qui est posé, un point de vue qui est posé sur sa fille, un point de vue au sens cinématographique qui est posé sur sa fille en train de subir ce genre de sévices, bah, il se passe quand même quelque chose dans la séquence. C'est-à-dire que même si c'est une séquence qui fait avancer le récit, tu te poses quand même la question de ce qui peut pousser un père à accepter ou à se mettre dans cette posture-là, en fait. Et donc, il se passe un truc. Et donc, c'est assez fascinant quand même. C'est un peu le même genre de truc où c'est dérangeant quand même, parce qu'il y a quelque chose de... Malgré le fait qu'on disait pareil, on est dans une sorte de... la réalité du cinéma, mais il y a quelque chose quand même dans cette relation artistique qui est, tu l'as très bien dit, hein, qui est des deux côtés ok, il n'y a pas de souci, il y a un consentement mutuel, on va dire, c'est comme ça. C'est ça, voilà. Mais en même temps, toi, en tant que spectateur, tu regardes ce truc-là, tu es encore en position de voyeur, parce que Argento, et ça c'est héritier d'Hitchcock, aime bien te mettre en position de voyeur, oui, pour te renvoyer ça justement au visage, dire regarde comme tu es voyeur, et je vois un petit peu ça, c'est un peu pervers, c'est un peu cynique, mais ironique, voire peut-être cynique à terme, je sais pas, si on bascule dans le cynisme, mais en tout cas, il te met dans cette posture-là qui est vraiment bizarre, et c'est pour ça que le film, moi, effectivement, il ne me dérange pas sur la globalité, mais il y a ces petits moments-là, je dis, putain, c'est quand même étrange, c'est assez pervers, des deux côtés, en tout cas, de mon point de vue extérieur, il y a quelque chose d'un peu étrange qui joue, et moi, j'aime bien ça, parce que j'aime l'étrangeté, donc je trouve ça fascinant. Et il y a des choses intéressantes dans ce film-là. Je me rappelle de tous ces trucs-là, moi, de 2-3 plans qui sont quand même très Argento dans leur excès. Moi, je me rappelle de cette séquence où Thomas Kretschmann, qui joue le tueur, il me semble, est en train de violer un personnage, une jeune femme, et il la tue en lui tirant une balle dans la bouche. Et en fait, il y a un plan à l'intérieur de la bouche, et on voit la balle rentrer, puis ressortir de l'autre côté de la joue, mais tout de l'intérieur de la bouche. Et puis, ouais, c'est quand même, il y a des idées quand même qui sont encore folles et qu'il n'y a que Argento qui peut faire. Alors, ça a vieilli, mal vieilli, mais n'empêche que l'idée, elle est là. Il y a le film, tu as choisi pour le 5e film, Phénoména, et que ça t'a énormément marqué. Alors pourquoi? Dis-moi. Ah, je crois que je crois que maintenant avec j'ai Profondo Rosso, mais c'est un de mes préférés avec Profondo Rosso. Pourtant, c'est peut-être un des plus, c'est peut-être parmi ceux qu'on a parlé donc le début de carrière, c'est celui donc il arrive juste après Ténèbres, donc en 85. Et c'est un film qui est assez bancal en fait sur plein de points. Mais je trouve que justement dans sa fragilité, tu parlais de fragilité tout à l'heure, qui est la fragilité des films d'Argento dans une certaine mesure, la fragilité des corps qui sont à l'intérieur de la fragilité de tout ça. Parce que la mise en scène d'Argento est fragile aussi parce qu'elle est toujours sur le fil, comme on disait, et elle pourrait basculer dans le ridicule à n'importe quel moment, mais elle ne le fait pas au tout des cas en début. Cette fragilité-là, en fait, pour moi, je trouve que c'est ce qui fait les films qui sont aussi profondément humains. Et le film, pour le coup, Phénoménal, je trouve que c'est l'un de ses plus fragiles de cette époque-là, de cette première période, si on peut causer, deuxième période, parce qu'on prend la trilogie des animaux, sa période 70 vraiment, où il va amener le giallo jusqu'à ses ultimes retranchements. Et puis on a ce film-là qui est un peu bizarre, qui est un giallo fantastique, pour le coup, hein, c'est un film fantastique. Alors moi, il y a plein de choses qui me plaisent dedans, parce qu'il y a Donald Pleasence, donc voilà, qui est un acteur extraordinaire et qui a un rôle, je trouve, vraiment très cool. Il y a quelque chose qui a toujours été présent chez Argento, la question des animaux. On parlait de voir et de ne pas voir, qui semble toujours voir plus que l'être humain ne voit. On est dans Inferno, il y a ces animaux qui tuent des gens de manière récurrente. Alors ça ramène aux oiseaux évidemment. Je pense que pareil, le travail qu'il y a sur les insectes dans Phénoména ramène aux oiseaux aussi, comme d'un point de vue esthétique, d'un point de vue visuel. Mais il y a cette idée que les animaux sont autre part, ils semblent avoir compris quelque chose. C'est aussi le petit lapin, le lapin blanc qu'amène Alice de l'autre côté du miroir aussi. Pratiquement dans tous ces films, il y a toujours, c'est le syndrome chaperon rouge. C'est-à-dire qu'il y a le grand méchant loup, c'est le tueur, et il y a une fille, une femme, une jeune femme, généralement très jeune, qui est le petit chaperon rouge. Il y a un peu de ça, et c'est le conte, quoi. Bah, puis toujours, c'est des contes en fait, c'est des contes pour adultes. Il y a un visuel dans Suspiria, c'est un vrai conte. Et tu parlais du syndrome Stendhal, l'idée de basculer du côté du tableau, de basculer dans l'imaginaire, de partir dans l'art. C'est aussi ce passage jusqu'au monde imaginaire aussi. Hein, il est présent là, et effectivement
le loup. Mais c'est ça la base du conte de Perrault, cette idée-là aussi de dire aux jeunes filles de faire attention quand elles vont se promener seules dans les bois, de tomber sur l'homme qui souhaiterait assouvir ses bas instincts. Il y a ça, enfin, je veux dire, ces phénomènes-là, c'est aussi ça, en fait, c'est la même chose, en fait, ce truc-là, avec cette jeune fille, donc, qui est le premier rôle, il me semble, de Jennifer Connelly, à l'époque, elle était toute jeune, qui est pareil, il y a toujours cette idée de l'individu étranger, toujours qui va rentrer dans un cadre qu'il ne connaît pas, parce qu'elle est américaine, elle arrive en Suisse, et ça, c'est en Suisse, pour le coup. Dans cette école, il y a toujours cette idée de l'école, de l'internat, chose qu'on trouve dans Phénoména, dans Suspiria, pardon. Et je trouve le film, moi, je trouve que c'est certainement le film le plus poétique d'Argento, qui est peut-être enfin, il est moins maniériste que le reste. Je trouve qu'il est moins maniériste que les autres. Il y a ce travail sur la couleur qui est beaucoup moins exacerbé que dans Inferno et Suspiria. Mais en même temps, je trouve qu'il y a ce travail sur les animaux que moi j'adore. Il y a la manière dont il traite le chimpanzé de Donald Pleasance dans le cadre, qui est, en plus, qui a une des, je spoil, oui, là, une des morts d'animaux que je trouve les plus touchantes. Enfin, une des morts pardon, j'ai dit une bêtise. Quand le personnage de Donald Pleasance meurt et qu'on a ce regard, il arrive super bien à filmer ce chimpanzé qui découvre la mort de son maître, et je trouve la scène bouleversante quand il découvre et qui va amener la vengeance du chimpanzé à la fin. Qui, pareil, voilà, là on a un élément qui pourrait être purement grotesque, quand le chimpanzé quand même vient faire son revenge movie à la fin, ça pourrait être ridicule, mais ça ne l'est pas en fait. Je trouve que ça marche. Il arrive à faire des trucs qui sont hyper couillus, qui pourraient être ridicules, mais qui ne le sont jamais. Même son traitement, moi tu sais que j'aime les monstres vraiment énormément, et c'est un film de monstres aussi, donc quand on arrive à la fin et qu'on a vraiment ce monstre qui, pareil, pourrait être ridicule visuellement, cet enfant monstrueux, alors qui ramène à toute la thématique qu'on trouve aussi chez Argento, la question des laissés pour compte, parce que les tueurs sont toujours des laissés pour compte. On parlait tout à l'heure de l'histoire d'Italie et du contexte social. Il y a toujours cette idée aussi des individus qui sont mis en marge de la société parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont comme les artistes, ils sont différents, donc on les met en marge. Ils sont un peu des monstres sociaux aussi parce qu'ils semblent anormaux à la normalité. Donc il y a tous ces éléments-là en fait que je trouve hyper intéressants sur le traitement du monstre, qui est finalement un monstre assez attachant et dont on comprend finalement les motivations, quand bien même elles sont horribles. On comprend la motivation d'Ariane Collodi, qui est toujours là aussi, et qui est celle qui garde ce monstre, et qui devient un monstre aussi, qui est l'autre monstre du film. Et je trouve que tout ça en fait marche très très bien sur la manière de traiter le monstre, de traiter les animaux aussi. Ce personnage donc d'Alice, en fait, qui est le personnage d'Alice, qui est joué par Jennifer Connelly, qui va suivre les animaux, qui est obligé de suivre ces animaux qui l'amènent là où l'enquête, qui vont l'aider à mener l'enquête sur ce tueur mystérieux. Il y a plein d'effets spéciaux qui marchent pas, il y a des trucs bizarres, c'est du Iron Maiden, c'est Iron Maiden, il me semble, pendant les meurtres qui sont complètement bizarres, qui créent une sorte de dichotomie audiovisuelle qui... Je comprends pas, ces passages je les comprends pas honnêtement, pourquoi il y a du Iron Maiden sur le fond des meurtres, j'en ai aucune idée, mais n'empêche que c'est cool. Donc il y a plein de trucs cool comme ça qui font que le film, moi, me fascine complètement, et puis il y a plein de mises en scène de meurtres qui sont extrêmement inventives. Je me rappelle de cette fin notamment avec ce personnage qui se fait décapiter par une sorte de grosse barre en métal, enfin de grosses tôles en métal qui pareil, qui a un twist parce qu'on est dans un moment de tension où finalement le méchant semble avoir gagné, et tout d'un coup tu as une grosse barre en métal qui décapite le personnage, et ça se termine quasiment là-dessus. Et les films de Argento se terminent toujours de manière abrupte, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé aussi, mais ça se termine toujours sur un cri, sur une flaque de sang, sur un immeuble qui brûle, sur un mec qui se fait décapiter. Ça se termine toujours sur une brutale. C'est comme ça. C'est la fin. Ah, d'accord, c'est la fin. Comme ça ne se termine pas. En fait, ça se finit jamais. Voilà. Les fins, on reprochait gentiment à Hitchcock de rater délibérément ses fins. Et oui, il y a de cela effectivement chez Argento, mais je l'avais jamais remarqué en fait. J'avais jamais remarqué. Je rebondis juste là-dessus pour l'idée en fait le fin, ça a été théorisé par il y a un philosophe qui s'appelle Éric Dufaux, dont j'en avais déjà parlé, qui disait que justement la fin dans le cinéma d'horreur est importante. C'est bien que le film ne se termine pas ou qu'il ouvre sur autre chose, parce que la peur, c'est toujours une peur de quelque chose qui est à venir. Et donc actualiser la peur à la fin en disant c'est ça et on s'arrête là, bah, ça rend ce qui est inconnu connu, donc la peur cesse. Alors que si tu projettes la peur dans un avenir encore, bah, la peur demeure, parce que tu restes dans une appréhension qui est la somme de toutes les peurs. Donc tu reprojettes la peur à l'avant, tu sembles avoir saisi, et clac, on la reprojette à l'avant. Et comme ça ne se termine pas, bah, la peur demeure. Même si tu l'as très bien dit tout à l'heure, effectivement, Argento, c'est pas un cinéaste qui me fait peur, mais je pense pas que ce soit une nécessité
la peur dans le cinéma d'horreur. Pour moi, c'est pas une nécessité. Il y a bien d'autres choses qui font que le cinéma d'horreur est bien plus riche que simplement faire peur. Je voudrais te poser une dernière question, très simple. Aujourd'hui, que représente Dario Argento dans le rapport que toi, tu entretiens avec le cinéma, au sens large du terme? Argento m'a fait découvrir ce que j'avais pas découvert au cinéma avant, qui est pour moi l'émotion esthétique. Je sais pas si ça répond bien à ta question, mais pour moi, en fait, j'ai découvert avec Argento, avec Profondo Rosso en particulier, que je pouvais ressentir des émotions simplement à l'aune du visuel, en fait, et de quelque chose qui serait que je considérerais moi comme étant beau, en fait. Ressentir des émotions face au beau. Jusqu'alors, j'avais ressenti plein d'émotions au travers du cinéma narrative, mais quand je vois Argento qui arrive à dépouiller, en fait, à se débarrasser de tout ce qu'il peut y avoir de narratif pour ne donner à voir que l'image, c'est-à-dire, ouais, j'ai vu cette idée que l'écriture n'était pas forcément une nécessité absolue au cinéma, que le cinéma était d'abord un art d'image. C'est avant tout ça, et c'est des images qui racontent une histoire. Je vais prendre juste un exemple qui me vient comme ça. Il y a plein de gens qui ont craché de manière extrêmement violente sur Jurassic World Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona, qui est un film que moi j'aime énormément, parce que j'ai l'impression, en tout cas quand je regarde le film, quand j'ai vu le film, que la mise en scène de Bayona me raconte autre chose que ce que me raconte le scénario pas terrible de Colin Trevorrow. J'ai eu l'impression que Bayona me racontait autre chose, qu'il avait envie de me raconter quelque chose de plus. Mais c'est le cas de tous les films de Bayona. Quand je vois un film de Bayona, j'ai l'impression qu'il y a une histoire, mais il y a autre chose que me raconte l'image. Et c'est ça que j'ai ressenti pour la première fois chez Argento, c'est de me dire, l'écriture c'est important, c'est même nécessaire dans un récit, mais c'est pas suffisant au cinéma. On parle de la spécificité du médium cinématographique. Le cinéma, c'est raconter une histoire par l'image, par la mise en scène, par le montage, et Argento m'a donné accès à ce truc-là, qui est de me dire, on pourrait potentiellement me raconter une histoire que par l'image. Quand je revoyais Inferno hier, j'étais étonné de me voir qu'en fait, il y a extrêmement peu de dialogue. Je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait aussi peu de dialogue. Je vais pas dire qu'il est quasiment muet, mais je me permets un petit peu d'extrapoler en disant qu'il est un peu presque muet, le film. Et c'est juste les images qui me racontent l'histoire. Et ça me suffit, en fait. Et donc, j'ai ressenti ce truc-là. Je pouvais ressentir des émotions rien que par l'image, sans qu'on mette des mots dessus. Les mots sont quelque chose d'accessoire, en fait. On pourrait, par le cinéma, me raconter juste... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une écriture en amont pour pouvoir... structurer ce qu'on va poser dans l'image, évidemment, mais on pourrait très bien ne prononcer aucun mot que je comprendrais, et parfois même peut-être que c'est encore mieux, puisque les mots me limitent pour l'expression des émotions, et justement passer par simplement l'image me permet de transcender le langage et d'aller autre part, de me raconter des trucs que je ne pourrais pas comprendre, ou que l'auteur ne pourrait pas exprimer par le biais du langage simplement, pour revenir à ce qu'on trouve chez Bergson, par exemple, qui est de dire que le langage ne peut pas permettre d'exprimer ce que je suis et ce que je ressens pleinement. Par contre, Argento m'a fait comprendre que l'image pouvait me permettre d'exprimer des choses que le langage ne permet pas de faire. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. En tout cas, Romain, ça donne envie de revoir les films qu'on a nommés. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des contradictions à nous partager. On est là aussi pour y répondre. C'est très important. Il y a le dialogue. Le dialogue est ouvert. Allez-y. Ça serait vraiment avec plaisir. Romain, je le rappelle, a une chaîne YouTube. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette émission. Allez-y. Il y a pas mal de choses intéressantes. C'est quelqu'un qui continue d'explorer et de trouver de l'intérêt sur certains films qui, pour souvent, sont évidents pour d'autres. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est une espèce de sismographe. Il cherche, il développe et il propose des choses intéressantes. J'imagine on va se retrouver prochainement pour une quatrième fois. Je ne sais pas sur quoi, mais on va trouver, ça c'est sûr et certain. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'écouter nous parler de Dario Argento. Merci à toi. C'est un grand plaisir aussi. Merci beaucoup. Et à très vite. À très vite. Soit chez toi, soit chez moi, comme on dit. Voilà, avec grand plaisir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.